J'ai rendez-vous avec le rabbin Lao. Et qu'est-ce que tu vas raconter au rabbin? Rien, c'est un copain. C'est le neveu du grand rabbin d'Israël. C'est son grand frère qui a sauvé le grand rabbin d'Israël à Auschwitz, tout ça, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok, super. Et lui, il est PD. Noni. C'est le premier rabbin queer. C'est vrai? Mais oui, Ah, oui. c'est génial. Mais il est pas rabbin de France, c'est un rabbin de là-bas. C'est Il un est à New rabbin York. importé. C'est un rabbin à New York. Ah, c'est un Un rabbin. Mikhail Lao-Lavi. D'accord, ok, Ouais. d'accord, ok, d'accord. Non, c'est un vrai rabbin, queer. Bon, bah écoute, j'ai mon intro, hein, c'est bon. Merci. Le rabbin queer, c'est parfait pour moi, quoi. En fait, j'achète ça. J'ai rien compris. Hola, hola, amigos, et bienvenue dans Silicon Carnet cette semaine. Je ne suis pas à Limoges, je suis à Barcelone et je le prouve parce que je bois du Vichy catalan. Et cette semaine dans Silicon Carnet à mes côtés, je vous demande d'accueillir Rodrigo Sepúlveda. C'est un peu le Don Diego de la Vega de l'internet, hein, Rodrigo. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Bienvenue. Toi, tu es à Paris. On a aussi Stéphanie Tramichek qui était là la semaine dernière et qui nous revient toujours à SF. Et puis un incontournable, Pierre Gobil, El Professeur, qui est avec nous cette semaine. El Professor, Causa del Papel, jetzt gib mir das Money. Wenn bist du schon, jage das Mullah, es duftet nach Honey. Cette semaine dans Silicon Carnet, on va jeter un œil sur la baisse des licenciements dans la Silicon Valley. On dirait bien que le pire est derrière nous. Alors, est-ce que ça veut dire que les boîtes tech ont fini de se restructurer? Pas certain. En tout cas, une chose est sûre, le moral des troupes est au plus bas ici dans la Silicon Valley. On va aussi parler des dernières stats des levées de fonds aux US. Et franchement, l'avenir n'a pas l'air super rose pour les startups early stage. On commence à parler dans la Silicon Valley. Il y a même un terme qui circule qui parle de seedpocalypse. Alors, quelle est la stratégie à adopter si vous avez levé un seed entre 2022 et aujourd'hui et que vous vous apprêtez à lever une série A? On va en parler avec mes invités dans Silicon Carnet. Alors, Pierre, le professeur, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Silicon Carnet ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que tu as oublié de le dire, mais il faut s'abonner Oui. à Silicon Carnet. Il faut Il faut pas mettre 1, 2, 3, ok. Il faut mettre 5 étoiles. 5 étoiles. Si vous voulez pas mettre 5 étoiles, c'est même pas la peine de venir. N'écoutez même pas Silicon Carnet. mettez rien du tout. On veut même pas vous voir. 5 étoiles. Tout le monde s'abonne. On est à 10 000 abonnés. On en veut 100 000 dans la semaine. 100 000 dans la semaine. 100 000 dans la semaine, c'est l'objectif, en fait. C'est l'objectif. Et c'est le professeur qui vous le demande. Un petit point sur la saison 5, parce qu'on arrive là un petit peu à la fin de la saison 5. C'est l'été. Cette saison, elle a été un petit peu différente. Il y a des pensionnaires. Vous êtes les pensionnaires. Vous êtes des pensionnaires sans la pension, parce que je rappelle que vous n'êtes pas payé pour participer à Silicon Carnet. Et puis on a vu, il y a une nouvelle chaîne. Il y a la chaîne YouTube. On n'est plus simplement en podcast. Comment vous vivez la chose, Rodrigo? T'es venu plusieurs fois. Cette saison 5, comment tu... Oh, on parle dans les soirées de la tech Ah, c'est à vrai, Paris. t'en parles? Ah ouais? Mais ouais, il y avait à la Blockchain Week que j'ai essayé de rentrer dans une soirée où j'étais pas invité. Puis quelqu'un à l'entrée a dit « Mais attends, non, c'est Rodrigo de Silicon Carnet, il faut le laisser rentrer. » Ah ouais! Excellent! Mais ouais. J'ai mieux. Ah, Moi, vas-y. j'étais Gare Montparnasse. J'attendais mon train au milieu de la grande gare. Il y en a un qui s'approche, il me dit je peux vous parler? Je dis, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes le professeur? El Professor, Alors toi, on t'appelle par ton nom de scène, quoi, en fait, c'est ça. Il dit tu sors ça d'où? J'écoute Silicon Carnet, j'avais une question à vous poser, est-ce que c'est possible? Et donc on a commencé à discuter. Il prenait son train pour Arcachon. S'il nous écoute, il se reconnaîtra. Les gens écoutent Silicon Carnet. Les chiffres grimpent. On a. Si tu veux être cohérent avec tes propos, les gens regardent Silicon Carnet, sinon ils te reconnaîtraient pas. Et voilà, c'est vrai. Sinon ils me reconnaîtraient pas. Et toi, Stéphanie, alors, tu pas tellement. Non, on me demande pas d'autographe, on m'arrête pas dans la rue, mais je vois des regards quelquefois. J'ai l'impression, parce qu'il y a quand même pas mal de Français à Noé Valley, et des fois, j'ai l'impression qu'il y a des petites discussions, où il y a des trucs, mais que les gens osent pas te parler. Ah, c'est un peu. Tu impressionnes, en fait. Tu impressionnes. Je sais pas, peut-être.
j'en sais rien. Ouais. Ou C'est ton dans ma nouveau vie parfum. privée, ils ont pas envie. Ouais, on en est déjà à 151 épisodes, ce qui est incroyable. Donc là, on arrive un petit peu à la fin de cette saison 5. On va avoir un hors-série. D'ailleurs, on va te retrouver, Rodrigo. Ce sera enregistré en public dans les locaux d'Exa les 3 et 4 juillet. Vous allez avoir ce hors-série qui va passer tout l'été. Il y a 6 épisodes avec des invités surprises. Je vous laisse les découvrir, mais on va bien rigoler avec un format complètement différent, un peu disjoncté. Vous allez bien vous amuser. Et puis, on réfléchit à la prochaine saison. Donc, si vous avez des idées sur la saison 6, moi, j'en ai quelques-unes. J'ai des idées de format, j'ai des idées d'invités. J'aimerais bien inviter des Américains. Je sais que c'est à la mode, là. Les gens invitent de plus en plus de célébrités. Mathieu Stéphanie a invité Emmanuel Macron dans Génération Do It Yourself. Vous l'avez regardé ? Moi, je l'ai écouté, ouais. Ah, écoutez, oui, parce que en fait, c'est filmé, mais c'est pas encore sorti sur YouTube. Hein. Je l'ai écouté moi aussi en podcast. J'ai pas pu tout écouter. Ils ont presque la même voix, c'est assez étonnant d'ailleurs sur ce podcast. Ouais, exactement. Je me suis fait la réflexion. C'est très doux, un moment un petit peu apaisé, comme ça. Je pense que c'est ce que cherchait aussi Mathieu Stéphanie, de montrer que les podcasts, c'est un endroit où il y a un temps long, où on n'est pas pressé, où il y a beaucoup moins d'agressivité que sur des plateaux de télévision. Je trouvais l'exercice assez intéressant. C'est plutôt pas mal débrouillé. Moi, je me suis dit, c'est un peu casse-gueule. Père Mathieu, est-ce qu'il va être à la hauteur parce que l'autre en face maîtrise le sujet à la perfection et la communication à la perfection? Eh ben, Mathieu, si tu nous écoutes, c'était bien. Si t'en es pas trop mal sorti. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, des politiques qui vont dans les podcasts comme ceux de Mathieu? Et là, il vient d'ouvrir la voie. On va en voir de plus en plus. Hein. Moi, je pense que il a besoin de parler parce que il a mis la France dans une situation qui est très très complexe et il pense qu'en prenant la parole, il pourra faire réfléchir un peu les choses. Je pense que c'est un format long, ça veut dire qu'ils ont le temps de dire des choses et c'est aussi un peu un format intimiste. Ou enfin, je pense qu'il peut peut-être créer un peu plus d'empathie. C'est quelqu'un qui n'est pas empathique pour les Français pour des raisons XY, peu importe. Mais là, il s'est un peu plus livré. Il a été un peu plus intimiste, entre guillemets, sur des questions qu'a pu poser Mathieu. Et donc, il est apparu un peu plus empathique, un peu plus humain. Il ressemblait au candidat il ressemblait au candidat de sa première campagne, hein. Effectivement, hein. On a retrouvé un peu le Macron de la première campagne. Mais est-ce qu'il est pas en train de parler, les gens qui écoutent Génération Do It Yourself, c'est des macronistes, quoi. Donc, je sais pas, quel est l'objectif? Est-ce qu'il s'adresse aux bonnes personnes, Rodrigo? Il l'avait déjà fait, il avait fait venir 2 rappeurs ou des jeunes youtubeurs. McFly et Carlito, bien sûr. Je les connais pas, moi, mais voilà. Donc, il s'adresse à tous les médias. Je crois qu'il faut être là où est l'audience. Et il faut parler à toutes les audiences. Donc, tant mieux pour lui. Je me demande si le temps de parole dans les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux est décompté. Bah non. Pendant une campagne électorale. Bah non. Donc, c'est un super moyen de parler beaucoup et d'être pris partout en allant sur un podcast, n'est-ce pas? La communication change, en fait, avec l'avènement de Netflix et d'Hulu. Les gens sont pas forcément sur la télé. Je sais pas quelles sont les parts de marché maintenant d'audience en télé, mais si tu n'es pas, en fait, dans les réseaux sociaux, tu n'as pas d'audience, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne te voient pas, je vais dire. Donc, ça est hyper important maintenant, notamment sur les jeunes. Mais pas que. Maintenant, t'as beaucoup de gens qui regardent plus la télé, que sur le streaming. Pour moi, les sujets qu'on aborde sont des sujets complexes. Et que donc il faut donner le temps aux gens d'expliquer les sujets. Un bon exemple, c'est un podcast que vous connaissez tous qui s'appelle Thinkerview. Bien sûr. Qui est un podcast qui peut durer 2-3 heures quasiment, où il y a un invité qui est un expert sur un sujet. Ou Lex Friedman fait ça aussi très bien aussi. Voilà, que j'écoute très souvent. Et qui est très intéressant parce que du coup, ça donne autant aux gens d'expliquer les choses. Et on vit dans un monde qui est complexe où on veut plus rien expliquer. Et finalement, c'est bien de faire des choses en temps long parce que ça permet de mettre un peu plus d'explications autour de choses complexes. Moi, je me suis dit, si Macron, il y a des podcasts, il y a par exemple, comment ça s'appelle, Blast, qui fait une émission sur YouTube, qui est plutôt classée gauche, voire extrême gauche. C'est là-bas qu'il fallait aller, non? C'est pas chez Mathieu Stéphanie. Chez Mathieu Stéphanie, il prend aucun risque. Hein. Je pense où qu'il aille, il sera repris dans les autres médias. Ah. Maintenant, il y a un point dont on ne parle pas beaucoup, c'est que toutes les interviews politiques sont très formatées. Et moi, personnellement, je trouve que les journalistes sont très polarisés et vont chercher la petite phrase et insistent sur des sujets qui sont très prédéterminés.
Tu vois, quand on regarde un sondage ILAB qui est passé il y a 2 jours, les 5 sujets de prédilection des Français, c'est le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité. Et donc, pendant 3 heures, tu n'entendras absolument pas parler, par exemple, de réchauffement climatique, ou de construction européenne, ou de compétitivité économique liée à la technologie. Les journalistes ne vont pas adresser ces sujets-là. C'est extrêmement polarisé. Donc, je trouve que c'est une bulle d'air pour beaucoup de gens de se dire, je peux parler à d'autres personnes sur d'autres sujets que dans le traquenard médiatique de ces gens-là qui essaient de te coincer. Donc, c'est-à-dire que les podcasteurs sont pas les journalistes, bien évidemment, pour la plupart en tout cas, et ils n'ont pas ce biais journalistique, c'est-à-dire que les journalistes cherchent à avoir en essayant d'aller chercher la petite phrase ou d'aller chercher le buzz ou des choses comme ça pour aller créer de l'audience. Pourtant, les podcasteurs aussi cherchent de l'audience, mais ils n'ont pas encore cette déformation que les journalistes, dans lesquels les journalistes sont arrivés, que ce soit sur BFM ou sur CNews ou même sur des chaînes traditionnelles. C'est un ton que l'on avait chez Frédéric Tadei, par exemple, dans Paris Dernière, il y a 20 ans, 25 ans. Ouais, c'est on vrai. prenait le temps de parler, prenait le temps de retenir sur l'enfance, sur les motivations. Tu sais, qu'on lui demande, mais vous êtes un premier de la classe, il lui dit peut-être j'ai fait Henri IV, peut-être j'ai fait l'ENA, mais j'ai raté normal 2 fois et pourtant j'ai essayé. Tu vois, ça a ce côté intimiste, plus rationnel, mais c'est surtout des sujets différents de ce que l'on aurait sur un plateau chez BFM ou sur Europe 1. Pour revenir aux journalistes, la plupart des journalistes sont pas forcément en maîtrise de leur sujet. Il y a beaucoup de journalistes qui sont profondément incompétents sur les sujets qu'ils abordent et qui se laissent un peu manipuler, voire totalement manipuler par les politiciens. Et quand tu prends un podcasteur qui a une vraie expertise sur un sujet, ça peut pas être le cas. C'est pour ça aussi qu'ils vont les éviter, parce qu'il y a des gens qui ont une telle expertise qui voudront pas se confronter à la réalité. Donc c'est aussi une grande différence. Je repensais en fait à Mark Zuckerberg qui a redémarré il y a quelques mois en fait sa nouvelle politique, son nouveau look, nouveau méta, et il avait démarré avec un podcast qui était un podcast inconnu, un tout petit podcast, c'est vrai. Et c'est ça qui avait tout déclenché. Parce qu'en fait l'authenticité, le changement de contribuer à projeter une nouvelle image aussi. Ouais, c'est vrai. Je pense que Macron c'est la même chose. C'est intéressant de regarder pourquoi ces gens qui sont les habitués des plateaux de télé, effectivement, aujourd'hui privilégient des sources d'informations un peu alternatives. Je pense qu'il y a aussi, c'est la fin de la pensée structurée, c'est-à-dire que tout ce qui représente le système et les médias traditionnels font partie du système, sont aussi suspects que les politiques. Donc, quelque part, quand le politique se décale sur un média alternatif comme un podcast, il va essayer de profiter finalement de l'aspiration anti-système du podcast. Tu me parlais, Rodrigo, de Trump qu'on a vu au All In Podcast cette semaine. C'est exactement ça. Il était complètement dans son bain. On sait que Trump déteste les médias traditionnels. Il les accuse de fake news. Et là, il était super calme. Je sais pas si je l'ai trouvé, tu vois, presque chez lui, quoi, en fait. Bon, alors, il était avec David Sachs, qui vient de lui filer quelques patates, quoi, en fait, quelques millions, et qui a levé de l'argent à San Francisco auprès des investisseurs de la Silicon Valley pour Trump. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas la recherche d'un truc un peu anti-système en disant, je vous ai compris, et est-ce que c'est pas ça ce que Macron a été chercher? Ouais, je vous ai compris, vous en avez marre du système, mais regardez, je suis pas complètement dans le système, je suis un peu comme vous, quoi. Je sais pas, moi je pense pas. Moi je pense que quand tu écoutes ce qu'il dit, d'ailleurs il y a une anecdote là-dessus sur une anguille quand il va à la pêche et qui serre la main des gens, écoutez-le, vous verrez. Bon, en fait, il y a beaucoup de manipulation d'informations. Et encore une fois, sur un podcast où il se donne le temps d'expliquer les choses, si tu veux, tu peux pas faire des raccourcis. Il a fait ce podcast et ce matin, j'écoutais une radio qui disait Macron dit que si la gauche ou la droite ou l'extrême droite ou l'extrême gauche passe, il y aura une guerre civile. Oui, ça c'est... Quand tu écoutes le podcast, c'est un petit truc qui glisse comme ça, mais qui n'a pas beaucoup d'incidence, si tu veux, dans la discussion qu'il a avec Mathieu. Donc encore une fois, on a récupéré le truc qui fait un peu briller pour en faire une saloperie, quoi. Ça, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Ça, c'est le jeu des médias. En fait, je vais revenir sur l'anguille parce qu'il en parle, lui, c'était il y a très longtemps. Attendez, racontez, parce que là, j'y suis pas arrivé à l'anguille. Ah, tu connais pas l'histoire de l'anguille? Non, j'y suis pas arrivé. J'ai abandonné avant. Alors racontez. Il était à la pêche, il a chopé une anguille, il avait les mains gluantes en manipulant l'anguille, et donc il a pris une lingette et il s'est nettoyé les mains. Et aujourd'hui, ça a été repris par tous les médias pour dire que c'était comme ça qu'ils traitaient ou qu'ils se lavaient les mains après avoir serré la main des lecteurs ou de Français. Je me souviens quand j'étais ministre puis en campagne,
il y avait comme ça un reportage qui était fait sur moi. Je l'avais pris, quelqu'un qui me suivait tout le temps. Et je vais avec un député, qui est toujours député, qui est en campagne, et je pense à lui, qui est Patrick Vignal. On va pêcher l'anguille. À la fourchette. Bon, c'était un truc, honnêtement, avec le recul, c'était terrible, parce qu'on était dans une barque à deux, il y avait le pauvre préfet, le pêcheur. Il y avait une barque à côté avec 50 journalistes qui filmaient ça. Donc là, il y a une photo qui a été prise à distance. D'ailleurs, c'est le zoo, quoi. Il y a toujours Quotidien qui est dans les parages. Oui, voilà. Pour Donc aller, on a l'air gratter complètement sur- fou, collectivement. Bon, je fais ce truc de pêche à l'anguille. C'était un moment d'ailleurs formidable parce que le pêcheur était un type adorable. Je rentre dans la voiture, la caméra suit le truc. Et pour qui a déjà pêché une anguille, c'est vraiment très poisseux. Donc moi, j'avais les mains vraiment dégueulasses, très poisseuses, etc. Je prends une lingette. Et tel que c'était fait dans le montage, on avait l'impression que je me nettoyais les mains après avoir serré les mains des gens. Mais ça a été utilisé par les extrêmes et extrême droite et extrême gauche pour dire voilà ce que c'est son rapport au peuple. Le type, il serre les mains aux gens dans la rue et puis après il dit ah, c'est dégueulasse. Mais ce truc-là, 5 ans après, j'ai des gens parfaitement sincères, pas du tout militants ou autres, mais qui me disaient oh, vous avez vu, vous lavez les mains quand vous serrez la main du peuple. Eh ben c'est ça. C'est des trucs qui décontextualisent complètement et en fait on vous fait un costard assez vite. Go yourself. Si on regarde les chiffres, il y a peut-être des bonnes nouvelles côté start-up américaine. En tout cas, les licenciements sont visuellement en baisse. C'est vrai que le début de l'année a été compliqué. On avait vu même une nouvelle hausse des licenciements en janvier. On peut l'expliquer d'ailleurs, Rodrigo, parce que généralement, la bourse y est pour quelque chose. Hein, là derrière, il y a toujours janvier est toujours un mois où il y a des licenciements. Mais depuis cet accident de janvier ou ce marronnier de janvier, en tout cas, les licenciements sont en train de baisser. Alors attention, quand je dis que les licenciements baissent, je vous montre là la courbe. Ça veut pas dire que les recrutements sont en hausse. C'est-à-dire que l'hémorragie est en train de s'apaiser, on dira, mais les recrutements sont toujours en berne. En tout cas, le nombre total de licenciements dans les entreprises américaines, d'après Carta, est passé sous la barre des 7000 en avril. Enfin, on vire quand même 7000 personnes par mois. Hein. Ça reste encore assez élevé, mais on se rappelle que en 2022, c'était de l'ordre de 20 000 hein, qu'on virait par mois. En fait, donc effectivement, on est sur une tendance baissière. Ces licenciements sont en baisse à peu près dans tous les secteurs, y compris le SaaS, la health tech ou même du côté consumer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les employés qui quittent l'entreprise par choix. Sont de plus en plus nombreux. Ils représentent 60% des employés, alors que il y a quelque temps, en fait, il y avait moins de monde qui quittait l'entreprise par choix, hein, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, on ne vous vire pas, on vous laisse partir. C'est la formule consacrée. Est-ce que vous pensez, Stéphanie, toi, t'es à San Francisco, tu le vois, on en entend parler autour de nous tous les jours. Est-ce que les entreprises de la tech ont fini de se restructurer? Parce que c'était vraiment ça l'enjeu, hein. Il fallait se restructurer. Est-ce que on est en train de voir la fin de la restructuration ou est-ce que c'est juste une petite accalmie et que la tempête fait encore rage? La tempête AI ne fait que commencer. Et t'as des entreprises qui ont anticipé, pas à cause de l'AI, mais à cause des marchés. Mais maintenant, en fait, tu vas avoir plus on mature, plus le marché se mature, l'AI en fait devient mature un peu plus et vient toucher en fait certains métiers, plus ça va avoir d'impact. Mais autour de moi, j'ai pas l'impression que les choses changent. Tout le monde reste en poste maintenant. On va pas changer parce que ça devient plus dur de trouver un boulot. Et c'est quand même morose. T'as beaucoup de gens qui sont sur le carreau, qui mettent longtemps à trouver, alors qu'aux États-Unis, avant, il y avait une flexibilité de l'emploi. En 15 jours, tu partais d'un boulot. 15 jours après, t'avais trouvé un autre boulot. Là, ça devient dangereux de quitter un boulot, sauf si t'as d'autres alternatives. Mais il y a d'autres alternatives qui existent maintenant. T'es pas obligé de trouver un boulot. T'as beaucoup de freelance maintenant, de consulting, de fractional. Et t'as des métiers comme tout ce qui est marketing maintenant, qui commencent à être complètement perdus, à outsourcer. Le nombre sur LinkedIn de gens, je vois maintenant, qui sont consultants ou fractional, comme on dit en français, François le français, tu vas encore me taper sur les doigts, mais fractional, donc travailler à temps partiel pour des clients,
Et ça, le marketing est complètement impacté. Quoi. Le monde du marketing, lui, Mais le métier du marketing. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, j'entends ce que tu dis et c'est très vrai, je le vois moi aussi, mais est-ce que c'est pas une forme de précarisation aussi des boulots? C'est-à-dire que effectivement les gens se disent bon bah j'ai été viré donc je vais me mettre à mon compte, je vais être freelancer, je vais faire 2-3 missions à droite à gauche. Ces missions, il faut encore les trouver et puis tu as peut-être une mission pour 2 ou 3 mois et puis après derrière t'es à poil quoi en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens. Moi je vois beaucoup de gens comme ça. Hein. Ah, il y a de la désillusion après en fait du freelancing, c'est pas si du consulting, c'est pas si simple que ça, trouver des clients. Mais c'est en attente potentiellement en fait, on va se retrouver quand même dans un sortir en fait d'une crise, d'un downturn. Je sais pas quand, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression quand je regarde là les prix de l'immobilier en ce moment à San Francisco, c'est en train de les news à l'international, quoi. Les news américaines te disent il y a la pression sur le marché de l'immobilier, les prix montent. Quand tu regardes le marché de San Francisco, c'est pas vrai. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens n'ont plus d'argent pour acheter et les gens ne vendent plus parce que les taux sont très très hauts puisque les taux pour emprunter sur le marché immobilier sont de l'ordre de 8% aujourd'hui. Rodrigo, ton analyse, est-ce qu'on a fini la restructuration ou est-ce que quelque part c'est une petite pause avant plus de problèmes? Alors j'ai plein de commentaires et plein de sources de données, de points de données pour illustrer ce que je dis. C'est un sujet conjoncturel qui doit remonter il y a 3 ans. Quand on a eu le Covid en 21 ou la Covid, tous les VC ont refinancé les bonnes boîtes du portefeuille ou celles qui avaient une chance avec 24 mois de cash en se disant on sait pas combien de temps ça va durer donc on va mettre le maximum. Avant on mettait 12 à 18 mois dans une boîte, là on a mis 24 mois pour se dire on va le laisser passer et on a mis quasiment tout le cash qu'on avait dans les fonds de tiroir, ce qu'on appelle le dry powder, donc l'argent pour réinvestir. La poudre sec, traduction littérale. 21, ça c'était 2021. Donc on va compter ensemble 2021, 2022, 2023. Fin 2023, les boîtes se sont retrouvées enfermées, elles n'ont pas augmenté leurs ventes, elles n'ont pas surperformé. Non. Et elles ont consommé tout leur cash. Oui, mais entre-temps, ce qu'elles ont fait, et c'est les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure, c'est qu'elles ont vachement dégraissé parce qu'elles se sont dit, on va essayer de transformer ces 24 mois en 36, quoi, en fait, quoi. C'est ce qu'elles ont fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc elles se sont dit, en fait, oups, les 24 mois vont pas être assez. Ouais. Donc il faut que je tienne 36. Et donc elles ont commencé à virer plein de gens. Ouais. Il s'est passé autre chose. Les fonds qui historiquement vendaient leurs lignes, alors il y a 20 ans, au bout de 2-3 ans, donc la première bulle, ensuite 5 à 6 ans, maintenant on est sur des durées de vie de boîtes dans des fonds de 8 à 10 ans, voire 12. Sachant que les fonds ont des durées de vie de 10, ou ils étendent tous la durée de fonds. Ça veut dire quoi? Ça a l'air un peu technique, mais ça veut dire que les VC ne vendent pas leurs boîtes, ce qui veut dire qu'ils ne retournent pas d'argent à leurs investisseurs. Et le jeu des investisseurs, c'est de prendre l'argent qui vient d'un fonds, de le remettre dans le fonds suivant. Donc les VC ne relèvent pas de fonds, sauf certains qui surperforment. Donc il n'y a pas d'argent pour financer les boîtes ou des nouvelles boîtes. Donc tout le monde se dit, c'est la course à la profitabilité le plus vite possible. On arrête les grands discours que l'on avait il y a 3 ou 4 ans qui étaient je vais défoncer le monde, je vais faire de l'acquisition, donc mes nouvelles je vais métriques, payer de la croissance, je vais cash. dépenser beaucoup d'argent pour faire un maximum de croissance, même si elle n'est pas rentable. Oui, c'est ça. Et là, on est sur une course à la profitabilité. Qui ne marche donc, pas. Comme tu as, si, mais on a viré beaucoup et on va continuer à virer jusqu'à ce qu'on arrive à la profitabilité durable. Il suffit pas juste d'un seul mois où on est rentable, mais plusieurs mois. Et à titre d'exemple, moi j'ai sur mon portefeuille, moi j'investis dans une cinquantaine de boîtes, j'en avais que 5 qui étaient mortes. Sur toute mon histoire d'investisseur. En janvier, j'en ai eu 3 supplémentaires parce qu'elles sont arrivées à court de cash. Ouais, moi c'est pareil. Hein. Là, j'ai une autre boîte à qui j'interagis beaucoup en ce moment. Pareil, elle vient de virer énormément de gens. On est en 24, tu vois, 1 an après, parce qu'en fait, c'est le seul moyen de survivre. Donc ça va continuer encore un moment, cette histoire. 6 à 12 mois, facile. Pierre? D'accord avec ce que vous dites. J'ai une analyse qui est complémentaire, qui est la suivante. Sur l'emploi, en règle générale, ce sont les petites sociétés qui créent de l'emploi. Ouais. Et pas les gros. Et c'est vrai que les grosses, elles dégraissent, quoi, justement. C'est ce qu'on voit. Généralement, c'est les petits qui créent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les gros se posent des questions métaphysiques, notamment au niveau de l'AI. Moi, j'ai une copine que je ne nommerai pas,
qui est numéro 2 d'une très grosse boîte de tech à San Francisco, qui gère des milliers de gens, et qui me dit on n'embauche plus de développeurs aujourd'hui, on pense que dans 3 mois, l'AI fera le travail de ces gens-là, texto. Il y a plein de secteurs sur lesquels on n'embauche plus parce qu'on sait qu'on va dégraisser. Donc on a une véritable tendance là-dessus qui est incontestable. Une sorte de wait and see, en grosso modo, on n'embauche plus parce qu'on sait pas trop où est-ce que l'AI va nous amener, c'est ça? Ils sont en train de développer les systèmes qui vont remplacer les gens. Ah d'accord, ils sont au boulot, quoi. Ils sont en train de développer les systèmes Oui, AI. bien Ouais, sûr. d'accord. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier truc, et je pense que c'est une raz-de-marée qui va toucher tout le monde. Ok. La deuxième chose, maintenant, comme c'est les petits qui créent de l'emploi, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi difficile que d'être petit. Pour plein de raisons. La première, c'est que il n'y a pas de projet évident avec les AI aujourd'hui. Alors oui, il y a plein de buzz et de machins, etc. Mais aujourd'hui, les AI, elle est quand même de détenue par les très, 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 très gros. Il faut énormément de moyens, ne serait-ce que pour la puissance de calcul. Et que donc, monter une start-up avec 2 bouts de ficelle dans les AI, c'est pas si simple que ça. Donc, il y en a très peu. Que pour autant qu'on le fasse, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Il faut des gens très qualifiés, mais pas besoin d'une armée de développeurs. Pour moi, l'analogie que je donne, c'est que les développeurs ont été les ouvriers des années 80. D'accord? On a fait les blue collars, c'était les ouvriers, c'était les développeurs. Et les ouvriers, on est en train de les remplacer par des machines, par les AI. Comme on a remplacé les ouvriers par l'automatisation, par l'industrialisation. Donc on est en train de faire la même chose. C'est des millions de gens qui vont se retrouver avec plus rien. Donc c'est pas si évident que ça que les petits puissent recontribuer à recréer de l'emploi. Et en plus, on a le phénomène auquel moi je pense irréversible, c'est le phénomène de l'entreprise éphémère. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont se créer, qui vont trouver un product market fit avec des clients, et puis qui vont être dépassés par autre chose très très vite et vont totalement disparaître. Il y aura pas de loyauté client vis-à-vis de l'entreprise. Il y aura un meilleur système, on change. Et donc tu vas avoir des entreprises qui auront des cycles de vie qui vont être très courts. Donc ça n'aide pas non plus. Et dernier point pour les petits, on l'a mentionné, mais le phénomène solopreneur, c'est aussi un phénomène qui est très impactant pour les startups parce que ça veut dire que les cerveaux utiles à la startup ne sont plus disponibles pour la startup puisqu'ils sont solopreneurs. Qu'ils en crèvent ou pas, c'est pas le sujet, hein, mais ils sont plus disponibles. Donc on n'a plus de founder, on n'a plus d'équipe. Et on en avait parlé, je mets le lien là, en fait, avec Stéphane Mallard sur la fin du travail, et il disait un truc, c'est qu'il disait qu'en plus, ce sont les meilleurs cerveaux qui deviennent solopreneurs. C'est ceux qui sont les plus talentueux et qui se sentent aussi les plus sûrs d'eux, quoi, en fait, en confiance, qui deviennent solopreneurs. Donc oui, effectivement, donc les gros dégraissent, ouais. et les petits ont du mal à sortir de l'eau. Donc on va avoir une et à recruter des vrais talents et à recruter des talents en interne pour capitaliser sur ces talents en interne. C'est un truc que tu dis, Pierre, que je trouve vachement intéressant dans ton analyse sur l'IA, c'est que ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que l'IA n'est pas en capacité encore à créer de la valeur, c'est-à-dire de l'activité, mais elle est aujourd'hui en capacité, en revanche, à dégraisser le mammouth, c'est-à-dire à améliorer la productivité, c'est-à-dire à remplacer les gens, mais pas encore à créer de la valeur. Qui peut croire que le customer support a un avenir? Ouais. Pas moi. C'est l'exemple de Klarna que tout le monde répète à l'envi, où ils ont viré 90% de leur customer care. Ouais. Et ça marche mieux. IBM a fait pareil, et ça marche mieux. Parce que ce sont des tâches répétitives, totalement automatisables avec les AI, pour lesquelles les AI fonctionnent mieux. Ce que je disais pas quand je disais ne crée pas de valeur, je veux dire par là que ça agit beaucoup plus sur la bottom line que sur la top line aujourd'hui. C'est ça ça ne crée pas plus de revenus, mais en tout cas ça fait baisser les coûts. Et que si on met ça en parallèle avec ce que tu disais, Rodrigo, bah c'est super, quoi. C'est parfait puisque c'est exactement ce que cherchent à faire les startups aujourd'hui, c'est à réduire un maximum leurs coûts pour étendre leur runway au maximum. Donc ouais, Stéphanie. Je pense que sur la création d'emplois par l'AI, on a besoin de plus de maturité sur la technologie. On n'en est pas encore là, mais quand tu regardes, quelqu'un avait publié dans la Siena un article. Repris un article qui expliquait les retail, les banques, l'impact des banques sur l'automatisation, sur les ATM. Alors, je suis désolée, tout mon vocabulaire va être en anglais là. Mais les distributeurs de billets, on a introduit des distributeurs de billets dans les banques. Du coup, les gens ne rentraient plus dans les banques. Les banques n'avaient plus besoin d'un conseiller clientèle qui attendait les gens pour donner du cash. Donc, ils ont perdu des emplois.
Ce qui a fait que ils ont pu diminuer en fait l'impact qu'il y a eu. C'est bon, il y a des pertes d'emplois, mais les tailles en fait des banques locales ont diminué. Ce qui a permis en fait après Aftermath aux banques d'en ouvrir plus et d'avoir en fait une Proximité. une proximité, d'avoir un réseau en fait plus local. Et donc du coup, ça a créé finalement beaucoup d'emplois. Mais ça c'est venu après. C'est quand on a compris que finalement on pouvait le coût de création d'une filiale bancaire ou comment tu dis D'une branche, oui. d'une adresse ou d'une branche en fait devenir moins cher. Là, on a vu en fait le résultat positif. Et je pense que dans l'AI, on est dans la même chose. Là, on voit la productivité gagner en efficacité, surtout qu'en plus on est quand même dans une crise économique. On a besoin en fait de la trouver cette économie. Et on a besoin d'une maturité qui va arriver pour voir arriver d'autres comportements, d'autres manières d'utiliser l'AI pour développer et d'apporter de la valeur ajoutée. On n'y est pas. Côté salarié, en tout cas dans la Silicon Valley, comme tu le disais un petit peu Stéphanie, le moral il est pas au beau fixe. Tout le monde est un petit peu flippé et se dit pourvu que je ne perde pas mon boulot et encore une fois les licenciements continuent. Il y a un véritable sentiment de burn-out aussi parce que quand on réduit les effectifs, ça met de la pression sur les gens qui restent au boulot et donc ils doivent faire plus qu'ils ne faisaient avant. Et c'est vrai qu'on avait dans la Silicon Valley un petit peu des enfants gâtés. Hein. On se rappelle de ces années 2019 jusqu'à 2022 où tout le monde avait salle de gym, tout un tas de services, des restaurants, tout un tas de trucs comme ça. Il y a un vrai burn-out dans la Silicon Valley, une sorte de pression incessante sur les gens qui restent et qui sont souvent les meilleurs. Et ce burn-out, il ne se ressent pas simplement sur les employés du bas, hein, y compris aussi sur les managers et même sur les founders, en fait, qui ont eux-mêmes la pression des fondateurs. Est-ce qu'on n'est pas face là à une sorte de changement de paradigme culturel en fait de la startup qui était jusqu'à présent un endroit assez cool pour aller bosser et qui maintenant redevient un petit peu une sorte de camp de travail avec des barreaux dorés, quoi. Je pense qu'on a fait croire à tout le monde que tout le monde pouvait être entrepreneur. Et donc on a créé une économie d'entrepreneurs. Et c'est une immense connerie parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Entrepreneur, c'est hyper dur. Et là, je parle pas que des entrepreneurs, hein, je parle des employés aussi qui bossent pour ces entrepreneurs-là. Hein, là, tu parlais des startups, donc ouais. Je te parle des d'entrepreneurs de tech, d'accord okay. Donc tout le monde n'est pas en capacité à rentrer dans des systèmes qui sont totalement instables, où tu remets en cause aujourd'hui ce que tu croyais être vrai hier. C'est très compliqué à vivre de manière psychologique, et donc ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais changé, ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est qu'on a fait croire à des tripotés de gens qui pouvaient devenir entrepreneurs. Tout le monde s'est jeté dedans, sans ni les compétences, ni la caisse, ni la carrure. Et donc ces gens, ils explosent en vol. Mais c'est parce qu'on a menti aux gens. C'est pour ça que je suis pas forcément tout à fait d'accord sur l'arrêt du salariat, parce que le salariat, c'est une forme de cocon dans lequel les gens peuvent exister sans prendre trop de pression aussi. Et pour aller un petit peu plus loin sur ce que tu dis, et j'abonde à 100%, on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient tous devenir entrepreneurs, et on a fait rentrer des gens qui ont voulu spéculer pour les financer. Donc on a créé cette flopée d'accélérateurs qu'il fallait remplir. Donc on a accepté des gens qui n'étaient pas dimensionnés, équipés pour créer une société, avec un produit à peine fini, une vision même pas développée. Et on a eu cette surabondance de gens qui se sont dit « je suis entrepreneur de la tech ou de la techéconomie ». Il se trouve que à un moment donné, les business angels et les hedge funds, enfin tous les gens qui ne sont pas du métier, il y a un coup près. Le coup près, ça a été plus ou moins la série A. Et la série A, c'est des investisseurs professionnels qui doivent faire une performance particulière pour leurs propres actionnaires, sinon eux ne relèvent pas. Et je vous disais tout à l'heure, ils n'arrivent pas à relever parce qu'il n'y a pas de distribution, parce qu'il n'y a pas de sortie. Donc ça s'appelle le DPI. Ce qui fait que tous ces gens-là, on leur a fait croire que c'était la fête du slip. Allez, tout le monde va venir travailler dans la tech et dans l'internet. Eh ben non. Et donc, il va rester les vrais entrepreneurs qui ont toujours été là et qui seront toujours là,
Il aura peut-être un petit peu plus, mais pas le x10 que l'on a eu toutes ces dernières années. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites tous les deux, en fait. Mais je pense que Carlos faisait référence à quelque chose d'autre. Je pense que le terme start-up, maintenant, on devrait créer un nouveau qualitatif. T'as les scale-up. Aux États-Unis, on parle de scale-up. Donc, les grosses start-up, maintenant, c'est des corporates. Ouais. Toutes ces boîtes-là, c'est des corporates. C'est pépère. C'est plus... Elles sont assez des corporates, c'est pépère. Et je suis d'accord avec toi, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et tout le monde n'est pas fait pour être aussi dans une corporation. Et il y a ce mix, on est dans cette transition où on croit encore que c'est cool d'être dans une start-up, une scale-up, une grosse, mais c'est une corporate. Et le burn-out, je le vois énormément sur tout le monde qui est chez Facebook, Meta, chez Amazon, bon, pour d'autres raisons. Chez Mais, X. chez X, bon, alors parlons pas. Ils sont plus burn-out, là, ils sont cramés, quoi, en fait, les mecs. Je suis fatigué, patron. Mais c'est aussi parce que ces corporate, ces start-up corporate, ont décidé d'enlever toutes les strates intermédiaires de management. Et donc, toutes les personnes qui étaient dans un emploi plutôt cool, on va dire. C'était un peu plus tranquille que d'être en start-up entrepreneur où tu galères, avec un peu moins de pression. Tout d'un coup, se retrouve, j'ai plus de management, je dois délivrer, je dois sais plus être quoi faire. un individuel contributeur, Ouais. et en même temps, je dois manager, alors que jusqu'à présent, moi, j'ai des histoires de copains qui avaient été embauchés chez Meta, qui devenaient managers, ils avaient 3, 4, 5 personnes, on leur disait interdiction d'être un individuel contributeur, tu n'es mesuré que sur la team health, donc la santé mentale en fait de ton équipe, et tu ne dois faire que manager. Et là, tout d'un coup, on leur dit, c'était toute leur métrique, c'était leur vie, on leur donnait des picous de management pour ne faire le bien-être que de du leur management, équipe. et surtout pas contribuer. Et là, et en plus, c'est à la bisounours à la californienne, c'est tout est bien, tout va bien, et puis le jour où ça va pas, t'es viré du jour au lendemain, mais ça c'est un autre problème. Et là, tout d'un coup, on leur dit, il faut contribuer. Et là, les mecs, ils savent pas. Et donc, il y a une pression. Et moi, autour de moi, tous les gens qui sont dans ces scale-up, à chaque fois, les discussions avec des copains, c'est j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de créer un business, mais complètement différent, dans la fashion, pas dans la tech. Hein. Tout le monde veut se barrer de la tech. Prof de yoga. Ouais, prof de yoga, faire coach, machin. Coach. Ouais. Pierre. J'ai envie de faire 2 commentaires. Vas-y. Le premier, c'est que je pense que des burn-out, il y en a toujours eu, et qu'avant, on les mesurait pas. Et que donc, on savait pas. Moi, j'ai eu des burn-out, je savais pas que ça en était. J'ai bossé comme un âne, et je savais pas que j'étais fatigué. On me disait, je suis fatigué, je vais me reposer, ça ira mieux. Donc ça, on le mesurait pas. Donc maintenant, on dit, il y a plein de burn-out parce qu'on le mesure. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je vois la jeunesse du moment. C'est des gens qui je dis pas qu'ils ont tort, hein, mais ils ont envie d'avoir une vie différente de la nôtre. Moi, quand j'ai commencé à bosser, je bossais 15 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 8 ans. C'était ça mon rythme quand j'ai monté ma première boîte. Oui, parce que quand t'as Je monté vois ta pas boîte, un gamin aujourd'hui, Ouais. il n'y a pas un gamin qui est capable de prendre le travail que moi j'ai pu faire, la somme de travail que j'ai pu faire moi, il n'y a pas un gamin qui est capable de le faire aujourd'hui. C'est juste un commentaire, hein. Je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. C'est juste un commentaire. c'est un peu un commentaire de vieux con. Là, tu touches à ma sensibilité. Ouais, mais c'est un commentaire de con, mais c'est la je suis réalité. d'accord. Vous voyez des photos de moi en train de dormir, prises par mon équipe quand ils arrivaient le matin, en train de dormir par terre au bureau. Ouais. Non mais c'est intéressant, c'est intéressant ce que vous dites là parce qu'en fait finalement ce discours et c'est une vérité, je le sais Pierre, j'ai bossé avec toi, je sais ta capacité de travail et je pense qu'on est tous les deux des gros bosseurs qu'en fait et Rodrigo je le connais aussi, Stéphanie on n'a pas travaillé ensemble mais finalement ce que vous êtes en train de dire c'est ce que dit Musk en fait. Hein. C'est de dire, Musk, il est en train de dire, écoutez, on est en train de faire un truc exceptionnel. Si vous voulez venir bosser chez Tesla ou chez SpaceX, ne vous attendez pas à du confort. Ça va être très inconfortable. Vous allez, j'attends de vous que vous bossiez 15 heures par jour, 7 jours sur 7, parce que on n'est pas une boîte comme les autres. C'est effectivement ce que dit Musk. Mais tu peux faire la même chose sans être toxique. Netflix le fait très bien. Il y a la culture de l'excellence. Donc, en fait, il y a vraiment une culture à créer. Ou Amazon. Ouais, Amazon, il y a un peu de toxicité, hein, quand même. C'est pas facile de travailler chez Amazon. Netflix, apparemment, c'est beaucoup plus... La culture est quand même meilleure. Mais je pense que Musk a définitivement montré, en fait, qu'on pouvait faire les choses autre chose. C'est pour ça que, sans le dire, tout le monde s'est inspiré de lui. Les méta, etc., en enlevant, en fait, les managements intermédiaires, c'était au même moment, en fait, que toutes les communications sur Twitter et Musk. Je voudrais rappeler 3 caractéristiques quand même des boîtes du digital. Alors, il y en a sûrement d'autres, hein, mais par rapport à des boîtes normales.
quand tout va bien, quand l'économie va bien, quand la marée monte et tous les bateaux montent, les boîtes du digital, l'internet, on l'appelle comme on veut, sont financées tous les 18 mois. Quand la marée ne monte plus, mais qu'elle stagne ou que la marée descend, avoir une échéance tous les 18 mois, c'est extrêmement stressant. La deuxième chose, les collaborateurs, tu parlais d'IC, donc individuel contributeur dans les boîtes, ils font plein de trucs. C'est des managers, alors qu'ils devraient être au début de leur vie professionnelle à apprendre un vrai métier pour de vrai, des méthodes. Eh bien, ils n'ont pas le temps d'apprendre leur méthode et leur métier, et ils commencent à faire plein de trucs. Puis à un moment donné, ils arrivent à un degré d'incompétence parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'approfondir, de consolider ce qu'ils apprenaient. Ils font de tout. Très difficile à recaser sur toutes les plateformes de freelancing par après parce qu'ils savent rien faire En fait, oui, très bien. Ils sont prêts à tout et bon à rien, quoi, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Mais voilà. Et le dernier point sur le stress, en tout cas pour les entrepreneurs dans les startups, et la plupart des gens qui nous voient se dire on se fait des millions, etc., comprennent pas que nous on bosse 15 heures par jour parce que si on arrête de bosser, on n'a pas de revenus. Et que si on arrête de bosser ou si on est viré, on n'est pas financé, on n'a pas de protection sociale. Tous ces discours que moi j'entends des collaborateurs qui se disent bah c'est quoi mon sign-on bonus et puis c'est quoi mes 3 mois si je m'en vais, si je suis viré, puis 1 mois supplémentaire pour les RTT, les vacances. Ça n'existe pas pour nous. Du jour au lendemain, on est donc ad will aux États-Unis, on est ad nutum en Europe. Il y a rien. Donc on est obligé pour vivre cette vie incroyable d'entrepreneur dans la tech de se auto-motiver et pédaler comme des tarés et d'aller beaucoup plus vite. Alors maintenant que tout a été divisé par 100 000, j'exagère un peu, mais moi quand je levais de l'argent en même temps que quel gringo en 2004, il fallait qu'on lève 4, 5, 10 millions pour acheter les serveurs, pour acheter les licences Oracle. Donc il nous fallait quelques millions pour lancer une boîte. Maintenant tout est en OPEX, donc avec 20 000 balles ou 30 000 balles, tu as toute ta boîte. Donc il y a eu trop de monde qui n'a pas compris que entrepreneur c'est dur. C'est Absolument. dur et que c'est sûr et que la persévérance paye, mais il faut rester très longtemps à pédaler. Non, là où c'est encore plus pervers, c'est qu'aux États-Unis, en fait, si tu viens, c'est un ancien Meta, un ancien Amazon, etc., on te donne très vite, en fait, des millions pour tester, pour t'amuser, et les gars n'ont aucune résilience parce qu'ils n'ont pas justement ce grit, ils n'ont pas, en fait, cette capacité d'être entrepreneur. Ils Parce pensent qu'ils que ont c'est toujours cool, été mais des enfants finalement, gâtés. c'est pas. Oui. Et c'est fail fast, Ouais. et on te dit, c'est bien de fail fast, mais voilà, c'est tellement un gâchis quelquefois. Et je pense qu'il y a aussi un biais aussi du côté des médias qui ont fait croire que on pouvait gagner aussi beaucoup d'argent. La semaine dernière, on a parlé du deal entre BeReal et Voodoo, et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message sur LinkedIn parce qu'il me disait ouais, je vous ai trouvé super positif sur ce deal, alors qu'en fait dans la réalité il y a pas tant de cash que ça, etc. Les fondateurs ont gagné que quelques millions, etc., etc. Et moi je lui ai répondu, je lui ai dit mais tu sais, dans 90% des cas, les fondateurs ne gagnent, malgré tous ces efforts, ces 15 heures de boulot, ne gagnent strictement rien. Et dans 9%, ils remboursent les investisseurs et peut-être gagnent quelques millions. C'est que dans 1% des cas où on a vraiment des gens qui font des dizaines, des centaines de millions. Mais on est dans la règle des 1, 9, 90. Et ça, les gens ne le croient pas. C'est-à-dire que oui, c'est the power law, quoi. C'est exactement ça. Mais les gens pensent véritablement qu'être entrepreneur, vendre sa boîte, bah forcément, tu gagnes 50 millions. Et non, mais Pierre, c'est vrai. Il y a cette mythologie aussi autour de l'entrepreneur que quand il y a une vente, forcément, les fondateurs sont devenus multimillionnaires. Puis il y a autre chose aussi quand même qui est important à dire, qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a beaucoup médiatisé les startups. Oui. Et comme on les a beaucoup médiatisés, celui qui est en charge de la startup, il se sent un peu exposé. Et donc, par nature, comme il a un ego quand même à faire vivre, il veut pas paraître pour quelqu'un qui a failli. Et donc, on a souvent des entreprises qui restent en vie beaucoup trop longtemps. Et rester en vie trop longtemps quand c'est voué à l'échec, c'est absolument épuisant. Et donc, si tu veux, je pense que ce côté médiatique où en fait on veut pas mourir est une grave erreur. Je pense que les Américains, ce qu'ils savent faire, qu'on fait très mal en Europe, c'est de savoir rapidement mourir en disant « Ok, j'ai essayé, t'as perdu 5 millions, c'est pas la peine de continuer, on va faire autre chose. »
Et ça, c'est très positif et ça évite le burn-out. Mais quand tu t'entêtes pendant 8 ans à faire un truc qui, de toute façon, va mourir, tu meurs avec. Je sais pas si les gens se rappellent ce qu'on appelait le Series A Crunch, qui avait eu lieu, toi, Rodrigo bien évidemment, et Pierre aussi, et Stéphanie toi aussi, t'étais en plein dedans, t'étais aux manettes. C'était en 2012. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait vu à l'époque une surabondance de tours, notamment de seed. Il n'y avait pas encore de pré-seed en 2012. On parlait pas de pré-seed, on parlait de seed. Et cette surabondance de seed en 2012 avait rendu presque impossible les financements de série A, c'est-à-dire les tours d'après. Comment est-ce que on peut expliquer ça aux gens? C'est-à-dire qu'en gros, c'est une sorte de chaîne alimentaire. Et là, ce que Silicon Valley est en train d'alerter, hein, et tout le monde est en train de lever des gros drapeaux rouges, c'est qu'effectivement, là, ces dernières années, il y a eu, là aussi, encore une fois, une surabondance de ce qu'on appelle aujourd'hui des pré-seed, qui ont remplacé les seed, et que ça devient de plus en plus difficile pour les startups de lever des séries A, alors que justement, le late stage, qui se portait pas très très bien il y a encore quelques années, lui, va plutôt bien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une sorte de... il y a un trop-plein, il y a trop de startups. Moi, j'ai ce fonds avec Diaspora Ventures, avec Marvin, et on a pris une décision, j'avais pas prévu d'en parler, mais j'en parle parce que je pense que c'est symptomatique. On a pris une décision, on ne va pas investir jusqu'à la fin de l'année. Parce que, non pas parce qu'on n'a pas de bonnes startups, au contraire, il y a plein de bonnes startups, mais Marvin, qui est un mec qui analyse les datas en permanence, me dit, là, il y a un bouchon dans l'entonnoir, et que nous, notre positionnement, il est précide, et que ça ne sert à rien de lancer des chevaux dans cet entonnoir-là, parce que on va se retrouver avec tout un tas de cadavres à la fin. On a déjà plus de 50 startups chez Diaspora, donc on ne va pas appeler les fonds sur le 3e trimestre et sur le 4e trimestre, et on va se reconcentrer sur le portefeuille pour aider nos startups qui nous disent qu'elles ont du mal à lever une série A, et donc on va arrêter d'investir, en tout cas sur le 3e et le 4e trimestre, et ne pas appeler les fonds auprès de nos LP, et on se reposera la question en début d'année. C'est la décision qu'on a prise cette semaine avec Marvin. Est-ce que les VC, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils s'en rendent compte ici aux États-Unis? Est-ce qu'en France, les gens s'en rendent compte de ça? Il y a trop de startups, il y a trop de projets. Alors oui, deux commentaires liminaires. Avant, quand toi et moi étions entrepreneurs, Carlos, on disait on fait de la tech. Ouais. Et on allait voir des investisseurs dans la tech. Mmh. Maintenant, la tech, ça s'appelle la deep tech. Et des boîtes qui utilisent de la tech, c'est des proptech, des fintech, des femtech, des machatech. Donc les gens qui font de la deep tech, c'est juste les gens qui faisaient de la tech il y a 15 ans ou 20 ans. De la même manière, il y a eu un décalage parce qu'il y a une entrée de nouveaux investisseurs et au début, les BA, les incubateurs, etc. Et dans les séries en vintage 20, 21, 22, pour les late stage dont tu parlais, qui étaient les hedge funds, je pense à Tiger, je pense à Coatue, je pense à SoftBank, je pense à DST, et des corporates qui sont venus tirer les valos vers le haut. Ok? Donc, ce qu'on appelle une série A aujourd'hui, c'est l'ancienne série B. Mmh. Ce que toi tu dis, la pré-seed, c'est l'ancienne seed. Oui, c'était l'ancienne seed. Et tout à l'heure, je vous disais, le coup près des investisseurs professionnels, c'était les investisseurs de série B. Ouais. Qui, eux, vont regarder des métriques dont tu peux amener autant de gens que tu veux. Mmh. S'il y a 30 places dans le théâtre, on va prendre 30 mecs. Pas 300 parce qu'il y a 300 mecs qui se présentent. Mmh. C'est une question de place, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a... Et les investisseurs professionnels se rendent compte parfaitement. Donc, ils descendent en A, mais tous les gens qui sont arrivés, les nouveaux, ce qu'on appelle les emerging managers, les nouveaux fonds, etc., posent problème. Maintenant, eux, ils sont dans une mauvaise situation, les investisseurs professionnels, parce qu'ils ont très souvent, par exemple, le Fonds européen d'investissement comme actionnaire, ce qu'on appelle un LP pour les fonds. Et le FEI leur a dit, bon temps, mauvais temps, il faut continuer à investir. Il faut que vous déployiez de l'argent. Et les investisseurs professionnels se disent, mais non, les valos, c'est n'importe quoi. On se fait piquer tous les deals par les gros, hein, les Tiger, les Coatue, machin. Donc, ils ont été obligés d'investir pour déployer. Ils sont payés pour investir, pas pour garder l'argent au chaud. Donc, même eux, les investisseurs professionnels, ont été obligés d'investir et se retrouvent maintenant avec le retour de bâton qu'ils ont des très mauvaises boîtes, qu'ils ont surpayé 2 fois ou 3 fois, dans leur portefeuille. Et ils en ont beaucoup en nombre. Ils ont une armée mexicaine de start-up.
C'est-à-dire, il y a des startups aujourd'hui qui sont en seed et qui arrivent à créer presque 1 million de annual recurring revenue, ce qui est incroyable, quoi, en fait. Et pourtant, elles n'arrivent pas à lever leur série A. Ça a toujours été. Elles sont pas profitables, mais elles font du chiffre, hein, en tout cas. La stat, c'est qu'il y a 15% des seeds qui lèvent une série A. Ouais, un petit peu moins. Je pense que c'est beaucoup moins. Ouais. 11,8 à peu près, ça dépend des sources. Donc c'est quand même très faible. Donc c'est-à-dire que ta chance de lever est quand même relativement faible. Alors je vous le montre les chiffres là justement, Pierre. Je les montre à l'écran où tout le monde est apparemment bloqué en seed en ce moment. Regardez les vintages là, c'est-à-dire que on a les vintages de 2019, de 2020, de 2021 et de 2022. Et donc les vintages de 2020. On pourrait se dire, il y a 30% qui sont arrivés dans le consumer à lever une série A, alors que les vintage de 2022, eux, ne sont plus que 14%. Et donc on le voit dans tous les secteurs que en 2020, tout le monde est arrivé à peu près à lever une série A. Alors en fait, on se rend compte, et c'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Rodrigo, c'est que c'était pas une série A, c'était peut-être une sorte de bridge. Juste où on t'a donné ces 24 mois dont tu parlais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, regardez comme les chiffres ont baissé dans tous les secteurs. On est à 14, 12% dans le SaaS, 12%. 12% des boîtes qui ont levé un seed arrivent à lever une série A, 18% oui, mais c'est dans le chiffre historique. C'est le chiffre historique. Toujours on est revenu à la normale. Pour moi, il y a trop de startups de merde et trop de mauvais investisseurs. Et donc ça te fait une combo qui marche pas très bien, où tu investis dans n'importe quoi sur n'importe quoi, et à un moment donné on dit tiens c'est marrant, ils meurent tous. Ben oui, c'est pas bon. Donc ça c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que les boîtes ont pas vocation à devenir aussi grosses qu'elles ne l'avaient il y a quelques années. Les marchés se sont globalisés. Aujourd'hui tu as des entreprises, tu as des startups locales qui vont prendre le marché local. Et les étrangères ne pourront pas y aller et se déployer. Donc, tu auras moins d'outcomes possibles sur la taille de l'entreprise. Donc, si tu veux, c'est encore très risqué. Et je pense fondamentalement que la machine à saucisses ne marche plus. La machine à saucisses, c'est le précide, le cidre, la céréale. Merde, j'ai pas mon t-shirt saucisse purée, merde. Exactement. Ouais. Elle marche plus parce que, d'une part, on a fait n'importe quoi, et d'autre part, je trouve que les règles ne sont pas claires. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu lèves un seed, et tu te dis, je vais essayer de créer quelque chose qui a de la valeur pour créer une série A. Mais tu ne sais pas quels sont les paramètres que tu dois mettre en œuvre pour arriver à la série A. Et donc, ce qui se passe en règle générale, je vais aller très vite, c'est qu'une boîte qui marche, elle lève ainsi d'une série A à une série B dans la même année. Oui. C'est le cas de Mistral, par exemple. C'est le cas de Mistral. Parce que tout de suite, il y a tout qui se met en batterie et qui fait que ça marche. Ouais. Et une boîte qui ne lève que dans 18 mois, elle lèvera jamais. J'y crois plus du tout à la machine à saucisses à 18 mois et 24 mois. C'est soit t'as une dynamique qui se crée très rapidement. J'aime bien cette image de la machine à saucisses, c'est-à-dire que tu sais, les saucisses, on fait des nœuds, voilà, et donc grosso modo, ce que t'as dit 18, 24, on rallonge, qu'en fait, on fait des saucisses plus longues, quoi, mais qui sont plus fines, quoi, et ça marche plus. Tu coupes la peau, tu casses la peau et ça explose. Ouais. C'est ça le problème. Donc en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, soit l'entreprise, elle a une vélocité immédiate, je parle bien de immédiate, auquel cas elle lève immédiatement un seed à une série A dans l'année, soit elle n'a pas de vélocité immédiate et elle meurt. Stéphanie, ça veut dire qu'on est rentré dans une sorte de modèle de start-up, un peu comme des hits en musique, quoi, en fait, où il faut faire un tube tout de suite. C'est des carrières éclairs où tout d'un coup tout explose. Et c'est vrai, il y a plein d'exemples, notamment dans l'IA, où on voit des startups qui tout d'un coup se mettent à lever des tours successivement les unes derrière les autres, et qui a plus le temps de construire sur le temps long. Il y a quelques années, ça mettait 6 à 10 ans. Il y avait une étude qui était sortie, en fait, ça met 6 à 10 ans pour atteindre la maturité et partir en IPO. Ouais. C'était il y a une étude, en fait, de data scientist qui avait été sortie. Et donc, tu mettais 6 à 10 ans. Je pense qu'on en reste encore. On peut pas dire que tu lances une boîte et paf, immédiatement, tu as un succès. C'est une chance énorme quand ça arrive. Et ça arrive peut-être plus sur de la deep tech et dans les AI, en IA que sur d'autres marchés. J'ai l'impression qu'on a maintenant, en fait, différentes storylines dans les startups. Tu peux plus mettre tout le monde dans le même panier, comme Rodrigo disait. T'as les deep tech et t'as le reste. Et t'as peut-être aussi les AI startups qui vont être avec très peu de personnes et qui potentiellement vont peut-être même pas se financer sur le marché des VC.
parce que faut tester et tu testes vite. C'est peut-être pour ça qu'on voit aussi tout un tas de monde, tout d'un coup, partir dans ce monde de l'IA, qu'en fait, parce que c'est le seul secteur aujourd'hui qui lève de l'argent. Hein. Il faut être très clair. Hein. Si on met la biotech de côté, qui capte quand même beaucoup de l'argent du capital risque, c'est beaucoup l'IA. Hein. Je voudrais rappeler une règle d'or, mais qui me gêne un peu dans notre discours. Lever de l'argent n'est pas un business model. Oui, absolument. C'est pas un goal. C'est pas parce que tu as vendu ton rein gauche et ton bras droit et ensuite ton oreille gauche qu'on va te féliciter. Oh, t'as fait un pré-seed, un seed 1A. C'est la pire solution, lever de l'argent. La meilleure solution, c'est tes économies pour financer ta boîte, donc ton fonds de roulement. La deuxième, c'est tes clients. La troisième, c'est peut-être de la dette, si tu sais, parce qu'il faut la rembourser un jour. Et ensuite, vendre ton bras gauche et ton rein droit. Donc moi, j'applaudis pas du tout tous ces gens qui lèvent de l'argent tout le temps, parce qu'à un moment, ça se paye. Il faut rembourser le capital. C'est extrêmement rare de pouvoir bien le faire. Et puis moi, des gens qui lèvent 100 millions pour faire 20 millions de CA, je me dis économiquement, il y a un bug. Mais tu vois, j'allais dire la chose très similaire à ce que tu dis, Rodrigo. J'allais dire, il faut arrêter de croire que monter une start-up, c'est lever de l'argent. Mais c'est ce qu'on a montré aux gens, c'est ce qu'on a célébré. Je pense qu'aujourd'hui, les médias ont célébré les levées de fonds, ils n'ont pas célébré. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en capacité à créer une entreprise avec très peu de capital, parce que ça coûte très peu cher. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on peut arriver très rapidement à commencer à monétiser, et qu'on va prendre le temps de trouver un engin de croissance, et pour autant qu'on le trouve, on pourra lever de l'argent. Et que donc on va passer de 0 à série A d'un coup. Ouais, c'est peut-être ça qui va se passer. Ça, je suis entièrement d'accord. Et donc pour moi, si tu veux, la problématique, elle est là. C'est de dire aujourd'hui, la question n'est pas de financer un projet, la question c'est de financer une croissance. Et donc la croissance, on peut la trouver sans financement aujourd'hui. C'est pas complet, c'est financer une croissance en dérisquant à chaque étape, et chacune des étapes est bien définie. Hein, le pré-seed, c'est qu'on va construire l'équipe. Le seed, on va construire le MVP. La série A, on va faire le product market fit, donc grosso modo 1 million de revenus. La série B, on est arrivé en rentabilité sur un produit ou sur un marché, on va se diversifier, etc. On va dérisquer à chaque étape. Oui, mais ça, c'est fini pour moi. Ça, c'est fini. Pierre, il va plus loin. Pierre, il dit en fait que t'as même plus besoin de lever un seed parce qu'en fait le coût de création, et tu le disais, Rodrigo, il a raison. À notre époque, quand on était jeune, c'est-à-dire il y a longtemps, il fallait minimum 5 millions. Et puis on est arrivé dans les années 2000-2010 où avec 500 000 on arrivait à faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui il y a des boîtes qui peuvent se créer avec 50 000 balles, quoi, en fait, et arriver à créer un revenu et faire quelque chose avec 50 000 balles. Et avec l'IA et le no-code, je pense qu'on va même arriver à un stade où il faudra peut-être 0. Mais c'est là que le terme tech n'est plus vrai, en fait. Le tech, on parle de start-up tech, mais c'est des start-up deep tech qui rentrent peut-être dans les anciens schémas. Et t'as toutes, en fait, c'est SMB, c'est des SMB qui se créent, c'est des boîtes normales qu'on crée. Voilà, c'est ça, c'est des PME digitales. C'est plus des start-up. C'est des voilà, PME c'est des digitales. PME digitales. Ouais. Moi, j'arrête de parler de product market fit. Ça me gonfle. Ça marche plus. Pour moi, ce qui compte, c'est est-ce que tu as de la valeur pour un client? Donc, je raisonne en termes de valeur. Et si à un moment, cette valeur, tu peux la monétiser très bien. Et si tu as besoin d'argent pour grandir très vite, là, tu lèves de l'argent. Mais on parle que de valeur. Parce que le product market fit, avant, tu l'avais, tu le gardais, maintenant, tu le perds. Il y a tellement de dynamique sur le marché qu'en fait, ça ne veut plus rien dire. Oui. Donc, le product market fit, ça veut rien dire. Tu peux l'avoir un jour et le perdre le lendemain. Donc, parlons de valeur et parlons d'engin de croissance. Et si tu finances un engin de croissance, et les VC vont servir uniquement à ça dans l'avenir. Sauf dans la deep tech. Oui, sur la concurrence, non. Sur le product market fit, en tout cas en B2B, quand tu as trouvé 5 clients différents que tu ne connais pas, c'est pas ton tonton ni ton cousin qui te donne chacun 200, 300, 400 000 pour ton produit. Donc c'est ce qu'on appelle le scalable, répétable, réplicable. Moi, je parle toujours de product market fit. Mais tu as raison, on peut le perdre très très vite avec la concurrence. Ça, c'est vrai. Je voudrais vous passer quelques stats et j'aimerais des réactions rapides en fait sur ces tableaux. Vous les avez dans les notes de l'émission sur Notion. Je sais pas si vous les avez vus. Je les ai mises à la fin du Notion. Je voudrais vous les passer parce que en fait, je fais réaction et je vais pas donner son nom parce que c'est un ami, donc j'ai pas envie d'être désagréable avec lui. Mais je lisais un VC français qui tout d'un coup s'extasie en disant c'est formidable, la scène européenne est incroyable, on a plein de fonds,
géniaux qui investissent en seed, en pré-seed, etc., etc. Allez-y, lancez vos projets, envoyez-nous vos decks. Et quand on parle de Seedpocalypse et qu'on regarde nos chiffres, je me suis dit, mais est-ce que les VC français lisent les mêmes data que nous, quoi, en fait? Parce que j'ai pas l'impression, parce que je le disais tout à l'heure, nous on a décidé d'arrêter parce que on pense qu'il y a trop de chevaux qui sont lancés et que ça sert à rien de lancer des chevaux si c'est pour être stuck en seed et ne pas lever de série A. Or, là, le message que je lis, moi, des investisseurs français, c'est allez-y, continuez, comme si de rien n'était. Je vous passe quelques chiffres. Regardez celui-là. Q1, le nombre de capital, le nombre de rounds, pardon, excusez-moi, le nombre de rounds et le nombre de capital levé est en chute libre. C'est-à-dire que quand on regarde par rapport à 2021, on est tombé, toi Rodrigo, un commentaire là-dessus, est-ce que c'est un retour à la normale? Parce qu'effectivement, on est revenu à 2019 en gros. Ou est-ce que il se passe quelque chose d'autre? Donc les stats, tu les as sur le dernier rapport sur l'état de l'Europe, hein, parce qu'on parle des investisseurs européens que fait Atomico chaque année, ils l'ont fait 9 fois je crois. On a perdu la moitié du nombre de rounds et la moitié de la valeur investie parce que c'est les méga rounds qui ont disparu. Les méga rounds de séries de scale-up qui étaient leadés par les Tigers, Quatu et SoftBank. Qui sont plus là. Le reste qui sont plus là, mais le reste continue pareil. Ok. Donc en gros, ce pic-là qu'on avait, c'était ces Tigers, ces Quatu, ces SoftBank qui venaient créer cette inflation en fait de rounds et que comme ils se sont barrés, cette volonté de créer des unicorns, tu vois, des boîtes qui étaient valorisées artificiellement plus d'1 milliard. Donc même quand Macron te dit on va en avoir 25 et puis on en a eu 27 et puis 29 et aujourd'hui peut-être que la moitié de celles-là valent encore peut-être quelque chose. Deuxième stat, je la montre, celle-là c'est pour toi Pierre. Toujours les stats de Q1. On a le trimestre avec le plus de down round sur les 5 dernières années. C'est-à-dire que les startups aujourd'hui ont à 23% fait des down rounds. 23% des tours qui ont été faits le dernier trimestre sont des down rounds, c'est-à-dire qu'ils ont levé en dessous de leur précédente valorisation. Un commentaire là-dessus. C'est fascinant, c'est triste parce que le down round c'est très 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 dilutif évidemment. Mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne s'est pas éduqué et qu'on n'a pas regardé ce qui se passe. C'est-à-dire que on a voulu rester sur les valorisations qu'on avait avant, et c'est vrai et des VC probablement et des entrepreneurs, sans prendre en compte la dynamique du marché. Et que donc à un moment donné, quand tu dois continuer à lever, la réalité s'impose à toi, ça vaut pas ce qu'on avait dit que ça valait, donc tu fais un down round. Sinon tu meurs. Donc c'est très triste, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on devrait avoir des valorisations très faibles et des levées très petites. Pourquoi très petites? Je vois plein de startups, moi c'est mon métier, je parle à ces gens tous les jours. Tous les jours, ils me disent, ouais, on va lever 1 million en précis, on va lever 1,5 million. Je dis, mais pourquoi tu veux pas lever 200 000? Pourquoi tu veux pas lever 300 000? Bah parce que mon copain a levé plus et que j'ai l'air d'un con en dîner, quoi. C'est ça, pour ça, hein. Voilà. Et avec des valos, évidemment, totalement délirantes. Mais parce que aujourd'hui, on en a parlé, on peut faire plein de choses avec peu d'argent. Donc, lever 200 000 en ayant une petite dilution et donc une petite valo aussi, c'est pas très grave. Parce que si ça marche pas, bah, ça, on s'en fout. Et si ça marche, eh ben, tu pourras aller vers ta valo que t'as souhaité avoir. Plus tard. Que t'as pas pu avoir au début. Donc, il faut apprendre à lever petit. Il y a un VC américain qui disait aujourd'hui il faut lever moins de 400 000. Je suis assez d'accord avec ça. Je te montre une stat, Stéphanie. On regarde la localisation des tours. On avait parlé de plein d'écosystèmes qui ont émergé, notamment aux États-Unis. Là, quand on regarde sur les 12 derniers mois, c'est encore sur l'ouest que ça se passe, quoi. C'est la Californie, en tout cas toute la partie ouest des États-Unis, capte 53% des levées de fonds. Et Californie, 44,95%. Ouais. Mais quand tu lis en fait le fine print, la must have 10 plus rounds, hein, donc ça veut dire c'est des sociétés qui sont très matures, et donc tu peux te demander est-ce que ça vient pas en fait de l'historique de la prédominance de la Silicon Valley, où il y a quand même toutes les grosses startups depuis 10 ans ont été créées dans la Silicon Valley, que c'est quand même assez récent finalement avec Covid, que beaucoup se sont déplacés un peu avant à New York, mais à l'étranger. Et puis après, tu as le phénomène d'IA qui, mon avis, ne rentre pas dans ces chiffres-là parce qu'on est sur ces 10 rounds qu'il faut compter, mais quand même beaucoup de choses se passent en IA en fait aux États-Unis, se passent dans la Silicon Valley. Mais ça c'est dingue parce que on avait dit que la Silicon Valley était un petit peu à l'ouest, sans jeu de mots, et puis il y a eu toute cette vague de IA.
totalement à l'ouest, hein, et c'est le cas, géographiquement en tout cas. Et puis, il y a eu cette vague d'IA, et c'est assez hallucinant de voir comment est-ce que la Silicon Valley s'est complètement emparée de ce sujet-là, et en a fait son cheval de bataille, et aujourd'hui est reparti comme en 40, mais sur ce sujet-là, parce que toutes les startups d'IA sont effectivement sont ici, quoi. Sans parler de la Chine qui apparemment se débrouille pas trop mal sur les modèles qu'en fait et qui mettent au point des modèles assez intéressants. Dernière stat, parce que je voudrais pas qu'on plombe complètement l'ambiance, les gens vont prendre un maillot de bain et partir en vacances, mais 42% des tours qui ont été signés lors du dernier trimestre, en tout cas aux États-Unis, sont des bridge rounds. C'est pas des tours, c'est vraiment des tours, comme tu disais, Rodrigo, c'est pour sauver encore la mariée. C'est-à-dire qu'il reste encore de la poudre au sac, visiblement, chez les investisseurs. 42% sont là pour étendre le runway de ces startups qui, définitivement, ne veulent pas mourir. C'est pas ça, hein. Les investisseurs, s'ils remettent de l'argent, il vient de leur fonds. Leur fonds, s'il a une perf qui est à 2 fois, ils doivent faire 3 fois pour satisfaire leurs investisseurs. Ils vont remettre de l'argent parce qu'ils croient que le nouvel argent va leur permettre d'atteindre ce 3 fois. Va leur permettre de faire 3 fois. Donc, ce tout nouvel argent va faire 4 ou 5 fois. Parce qu'en général, en bridge, on met beaucoup moins que le tour d'avant. Donc, en fait, ils croient. C'est pour sauver la ligne, certainement, mais ce qu'ils croient qu'il y a encore un fort potentiel sur la boîte et que on a juste passé la vallée du désert, là, pendant 2 ans avec le Covid, où on vendait pas, les gens achetaient pas, etc. Et c'est un reset, si tu veux. Oui, c'est un reset, mais c'est aussi, on revient au début de ce qu'on disait du Sitpocalypse, c'est-à-dire que peut-être que ces investisseurs savent que ces startups ont passé la série A et que peut-être que, vu le série A crush qui s'annonce, il vaut peut-être mieux aller rajouter un petit peu sur les startups de portefeuille qui ont passé cette série A et qui rentrent en série B et en série C, pour leur donner le runway pour aller justement aller chercher ces 3 fois ou 4 fois. C'est pas tout à fait ça. Pense que enlève 24 mois de la vie de la boîte. Là où elle était il y a 24 mois, il y avait un potentiel, elle était très cher en valo, et ben là, on se dit, il y a toujours ce potentiel, mais on va oublier ces 2 ans en échange de la payer la moitié ou 60% moins cher. D'accord, ok. Donc, pour avec un multiple. Ouais, d'accord. Pour pouvoir faire un multiple, toujours sur la boîte. Donc, c'est un bridge qu'il faut mettre en relation avec le down round dont on a parlé avant, qui permet de multiplier, en fait, de faire un multiple plus intéressant pour l'investisseur. Voilà. Bon, ben voilà, voilà ce qu'on avait à vous dire, puisque visiblement, moi, ce que je lis sur LinkedIn, je vois pas les investisseurs regarder les mêmes chiffres, donc je voulais qu'on fasse un petit point et qu'on regarde ensemble ces chiffres. Merci de votre éclairage. J'espère que ces investisseurs et en tout cas les entrepreneurs vont nous écouter et vont nous regarder. Je suis désolé si les nouvelles sont pas forcément très bonnes. C'est l'été. C'est quoi votre plan pour cet été? Rapide tour de table. Pierre, tu reviens de Bretagne, que tu ne connaissais pas. Ou mal. Oui, je vais aller faire du vélo en Bretagne, c'est une très belle région, que je connaissais pas bien. J'étais à Lokirec, Roscoff, par là-haut. Super beau en vélo. Nous, on se voit, Pierre, j'arrive à Aix-en-Provence, là, hein, pas ce week-end, le week-end prochain, donc on va se voir. Rodrigo, toi, ton plan, tu pars pour Ibiza, comme d'habitude. Alors, je vais aller en Espagne, mais pas forcément Ibiza. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Je vous dirai en antenne. Ok. Alors, soit t'es casé, ou soit t'es devenu vieux, quoi, en fait. Il y a une des deux possibilités. Ou peut-être les deux. Ou les deux. Voir les deux, mais effectivement, je suis passé en Espagne l'autre jour, aller-retour vite fait. Et quel bonheur, quoi. Je sortais de 13 degrés à Paris, ciel gris. Ah non, mais moi je vous avais. Là, j'avais 27 degrés, ciel bleu. J'avais l'impression d'être à San José, en Californie. J'ai dit non, mais c'est bon, quoi. Bon, c'est fini. Stéphanie, je deviens vieux. Tu restes à San Francisco? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, moi j'ai déjà parti 15 jours au Mexique en mai. Et aux États-Unis, tu sais, c'est business as usual. Hein, le summer, ça s'arrête pas. Il y a juste le 4 juillet où il y a une semaine où il se passe pas grand-chose, mais sinon tout le monde travaille. À part les VC. Ils sont en vacances, ils sont en Europe. Pas complètement. Ils sont en Europe. Un peu. Bon, écoutez, je vous embrasse. Rodrigo, je te vois pour le hors-série. Tu seras à Paris avec moi. En fait, Pierre, on se voit à Aix-en-Provence. Stéphanie, je reviens très vite à San Francisco pour te faire une bise dès le mois d'août, en fait. Yes. Hasta luego, amigos. Bye bye.